On s'attaque enfin à la dernière partie de ce premier chapitre, partie qui traite du caractère fétiche des marchandises, et vous allez voir, c'est assez sympa. Ce qu'il y a de mystérieux dans la forme marchandise consiste donc simplement en ceci qu'elle renvoie aux hommes l'image des caractères sociaux de leur propre travail, comme des caractères objectifs des produits du travail eux-mêmes, comme des qualités sociales que ces choses posséderaient par nature. Elle leur renvoie ainsi l'image du rapport social des producteurs au travail global, comme un rapport social existant en dehors d'eux, entre des objets. C'est ce quiproquo qui fait que les produits du travail deviennent des marchandises, des choses sensibles, suprasensibles, des choses sociales. Il est simplement expliqué ici que le caractère social du travail se naturalise et trompe les hommes sur l'origine de ce caractère-là. Si vous voulez, on va avoir tendance à penser que les produits du travail sont des marchandises par nature, par essence, alors que c'est bel et bien l'agencement de la production, la manière que la société a de produire, qui fait la marchandise. Je vous cite un exemple issu du bouquin en complément. De la même façon, l'impression lumineuse d'une chose sur le nerf optique ne se donne pas comme l'excitation du nerf optique proprement dit, mais comme forme objective d'une chose à l'extérieur de l'œil. Simplement, dans la vision, il y a effectivement de la lumière qui est projetée d'une chose, l'objet extérieur, vers une autre, l'œil. C'est un rapport physique entre des choses physiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Marx, il embrouille parfois plus qu'autre chose quand il essaie de clarifier les choses. En fait, il explique juste que l'impression, la sensation, peuvent s'avérer, et s'avèrent effectivement la plupart du temps fausses. On a l'impression que l'objet que l'on regarde existe tel qu'on le voit, et on ne se rend pas forcément compte des raisons qui permettent cette vision. La marchandise nous apparaît en tant que telle, sans l'organisation sociale qui se trouve derrière elle, comme l'objet dans le champ de vision nous apparaît sans la sensation d'excitation du nerf optique. C'est en posant dans l'échange leurs divers produits comme égaux à titre de valeur qu'ils posent leurs travaux différents comme égaux entre eux à titre de travail humain. Ils ne le savent pas, mais ils le font pratiquement. La valeur ne porte donc pas écrit sur le front ce qu'elle est. La valeur transforme au contraire tout produit du travail en hiéroglyphe social. Par la suite, les hommes cherchent à déchiffrer le sens du hiéroglyphe, à percer le secret de leur propre produit social, car la détermination des objets d'usage comme valeur est leur propre production sociale, au même titre que le langage. En gros, on a d'abord l'émergence du capitalisme, qui, pour croître, a besoin de transformer les produits du travail en marchandises. En faisant ça, il met sur le même plan tous les travaux concrets. Ils deviennent à ce moment-là travail abstrait. Quand Marx explique la difficulté que nous avons à déchiffrer nos hiéroglyphes sociaux, il montre bien les deux phases qui peuvent paraître a priori contradictoires de la progression historique. À savoir que l'histoire se fait par nous autres individus, chacun jouant un rôle dans la production, mais aussi malgré nous, sans que nous parvenions à comprendre l'étendue de ce que nous créons collectivement. C'est en pensant le monde d'un point de vue relationnel, d'un point de vue social, qu'il est possible de saisir la complexité de notre œuvre. Allez, cette série est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu vous aider dans votre compréhension du capital. C'est vraiment ce chapitre-là qui est un peu compliqué, le reste est beaucoup plus accessible, donc vous inquiétez pas trop. Et voilà, merci d'avoir regardé, merci d'avoir suivi.